Quelle couleur choisir? Si vous ne vous êtes jamais posé cette question, cette vidéo ne vous sera d'aucune utilité. Donc là, en fait, tu peux cliquer sur fermer ou passer à la vidéo suivante, il n'y a rien pour toi ici. Quelle couleur choisir? En voici une question complexe. C'est la question centrale qui m'amène à réaliser cette série de vidéos sur la théorie des couleurs. Pour bien choisir ces couleurs, il faut d'abord comprendre les couleurs. Et pour bien comprendre comment fonctionnent les couleurs, il faut commencer par les bases, le cercle chromatique. Le cercle chromatique, on en voit partout. Il y a plein de tutos qui en parlent et des youtubeurs qui vous diront qu'il est très important de le connaître et de s'y référer. C'est très important de le connaître et de s'y référer. Mais le cercle chromatique, c'est quoi? Bah, c'est ça. Le montrer, c'est bien. L'expliquer, c'est mieux. Commençons par un truc compliqué. Il existe deux synthèses de couleurs. Ce sont deux façons d'aborder les couleurs et leur mélange. Il y a la synthèse additive et la synthèse soustractive. La synthèse additive, c'est pour tout ce qui va être écran. Rouge, vert, bleu, souvent nomenclaturé RVB, et du blanc. C'est comme ça qu'on affiche les pixels. La synthèse soustractive, c'est ce qu'on retrouve en impression, le fameux CMJN ou CMYK. CMJN, ça veut dire cyan, magenta, jaune et noir. Et CMYK, c'est l'équivalent en anglais. Cyan, magenta, yellow and black. Oui, black avec un K. Voici donc les deux schémas de synthèse. Chacun fonctionne sur la même structure de trois couleurs de base, à partir desquelles il est possible d'obtenir toutes les autres. Dans la synthèse additive, ça signifie que si on mélange toutes les couleurs en parts égales, on obtient du blanc. La synthèse soustractive, au contraire, donne du noir. Pourquoi additive et soustractive? Dans le premier cas, on ajoute de la lumière jusqu'à obtention du blanc. Dans le second cas, on soustrait la lumière jusqu'à obtention du noir. T'as bien compris tout ça? Bien! Maintenant, tu peux oublier la synthèse additive, ça ne nous servira à rien. La synthèse soustractive, donc, c'est celle qui est utilisée en imprimerie, dans les livres, et en peinture. Ça tombe bien, non? Dans cette synthèse, on va retrouver trois couleurs primaires. Le cyan, le magenta et le jaune. Contrairement à tout ce qu'on t'a dit en maternelle, le rouge et le bleu ne sont pas des couleurs primaires. Donc ces trois couleurs primaires forment un triangle. En théorie, à partir de ces trois couleurs, on peut obtenir toutes les couleurs que l'on souhaite. En les mélangeant à parts égales, on obtient du noir. Je dis bien en théorie, car dans les faits, on a rarement accès à des pigments purs, et les mélanges sont souvent faussés. Du coup, si on mélange tout, on obtient une sorte de marronasse cacadois. On va partir du principe que nos pigments sont purs, et qu'on mélange en parts égales. Si on mélange du cyan et du magenta, on obtient du violet. Le jaune et le cyan donnent du vert, et le jaune et magenta donnent du orange. Cela construit un second triangle inversé par rapport au premier. Ce sont les couleurs secondaires. En 1810, le poète Goethe écrit le Traité des couleurs, où il présente le premier cercle chromatique composé des couleurs primaires et secondaires. Si ce cercle est assez rudimentaire, il permet toutefois de comprendre plusieurs éléments importants de la théorie des couleurs. Chaque couleur est opposée à une complémentaire. Petite astuce pour se souvenir des complémentaires, une primaire est toujours opposée au mélange des deux autres primaires. Ainsi, le magenta est opposé dans le cercle au vert, né du mélange du jaune et du cyan. Le cercle peut aussi être séparé en deux, différenciant les couleurs froides des couleurs chaudes. Les couleurs chaudes sont des couleurs composées de magenta et ou de jaune, tandis que les couleurs froides sont composées de cyan. Il est difficile de décider où commencent précisément les couleurs froides et les couleurs chaudes, car un vert comporte aussi bien du cyan que du jaune. C'est la proportion des couleurs primaires qui définit sa chaleur. Ainsi,
En jouant sur la part de cyan, on peut refroidir ou réchauffer une teinte. Même le vert ou le violet. J'entends souvent des gens partir du principe que le vert ou le violet, c'est forcément froid, parce qu'il y a du cyan dedans. Mais c'est faux. Maintenant, on va franchir une nouvelle étape dans la complexité de ce cercle. En faisant à nouveau des mélanges entre chaque couleur, on crée de nouvelles couleurs intermédiaires. Ce sont les tertiaires. Ces tertiaires vont permettre de créer des ensembles de couleurs analogues. Lorsque vous choisissez une couleur, ces couleurs analogues sont les couleurs voisines. Un set de 3 couleurs analogues peut être choisi comme schéma de couleurs. En théorie, on peut répéter l'opération du mélange à l'infini et gagner ainsi de plus en plus de précision dans les couleurs, à tel point que l'on finit par obtenir un cercle de teintes continues se fondant les unes dans les autres. C'est ce qu'on retrouve par exemple dans les logiciels de graphisme. Nous avons donc réussi à construire notre cercle chromatique. Celui défini par Goethe ressemble à cela, tandis que des artistes modernes ont redéfini la composition du cercle. La version de Itten a ma préférence, car sa construction progressive et logique permet de le déduire facilement, une opération que je fais désormais de tête. Mais ça vient avec le temps. Ne faites pas ça chez vous. Il faut savoir que ce cercle ne concerne que les teintes, soit les mélanges possibles à partir de nos 3 couleurs primaires. Parlons désormais des valeurs. L'important, c'est les valeurs. Dans la couleur, les valeurs sont définies par le noir et le blanc. Plus on ajoute de noir, plus la couleur est sombre, tandis qu'en ajoutant du blanc, on gagne en luminosité. Comment ajouter du noir à mon cercle chromatique? C'est à ce moment que notre cercle va devenir un disque. Le noir sera donc au centre de ce disque, puisqu'il est la somme de toutes les couleurs. On va désormais créer des couronnes successives, depuis mes teintes pures vers mon noir. Comme avec les mélanges de couleurs, le nombre de séparations possibles est totalement arbitraire et peut simplement se présenter sous forme de nuancier. J'ai donc sous les yeux mon cercle de teintes et les assombrissements de plus en plus prononcés vers le centre, jusqu'à mon noir pur, parfaitement placé à la jonction de toutes mes couleurs. Et pour le blanc, on va faire exactement la même chose, mais vers l'extérieur. Nous avons désormais toutes les étapes du cercle chromatique. Posons désormais des mots sur ces éléments. La teinte, c'est la couleur en elle-même. Au sein d'un cercle chromatique non segmenté, les teintes se mélangent progressivement les unes aux autres. C'est pourquoi il n'existe pas un vert, mais des verts, allant du jaune au bleu. La saturation, c'est l'intensité de la couleur. Si elle est pure, elle ne comporte que des teintes à base de couleurs primaires. On va pouvoir désaturer une couleur en lui octroyant du gris. Le contraste de saturation est un contraste tout aussi intéressant que celui de luminosité ou de teinte. La valeur, c'est la part de blanc et de noir dans la couleur. En ajoutant du noir à la couleur, on crée une gamme de couleurs plus sombres. Les teintes perdent en vivacité. C'est très utile dans la peinture de figurines pour simuler les creux ou poser des ombres sur la pièce. Au contraire, en ajoutant du blanc, on gagne en luminosité. On obtient des couleurs pastel jusqu'à noyer la teinte dans du blanc pur. On peut parfaitement travailler des teintes différentes possédant les mêmes valeurs. Et comme tous les autres attributs des couleurs, il est possible de jouer sur un contraste de valeurs. Un bon moyen de comprendre la valeur est de passer une photo en noir et blanc. L'échelle de gris ainsi obtenue donnera de précieuses informations sur le rendu visuel. Il ne faut pas hésiter à prendre sa figurine en photo avant peinture sous l'éclairage adéquat et de passer en noir et blanc. Le résultat est un bon outil pour savoir ce qu'on cherche. Nous savons désormais construire le cercle chromatique. Petit rappel, 3 couleurs primaires, 3 secondaires, composées chacune des 2 primaires adjacentes et opposées à la primaire absente du mélange. En ajoutant du blanc ou du noir, on joue sur les valeurs, ombre, luminosité et même saturation. Bien, mais il sert à quoi ce cercle chromatique? Son utilisation la plus simple se résume aux couleurs opposées. 2 couleurs opposées dans le cercle chromatique génèrent un contraste de teinte. C'est un contraste très fort et donc très utile lorsque l'on cherche de la lisibilité. Surtout à petite échelle. Recourir systématiquement au contraste de teinte est toutefois risqué. En effet,
Si la théorie est absolue, le résultat, lui, ne l'est pas. Par exemple, si vous voulez une dominante jaune, le cercle chromatique vous dit naturellement d'utiliser du violet pour contraster. Mais si on fait ça, on obtient le maillot des Lakers. Dans la peinture de figurines, il faudra se servir de la théorie des couleurs pour s'aider, mais en aucun cas s'y référer systématiquement. La première utilité du cercle chromatique est donc d'aider à générer des contrastes. Mais comment se servir de ces informations? Une bonne solution est d'ombrer une couleur avec sa complémentaire. Celle qui est opposée dans le cercle. Par exemple, sur une cape basée en rouge, incorporer du vert dans les creux permettra de créer une ombre riche et très contrastée. Cette technique se déclinera très facilement avec du bleu et du orange ou avec du jaune et du violet, bien que ce soit parfois contre-intuitif. Ce qui est intéressant, c'est que l'on peut appliquer ces pratiques aux métaux. Un or pourra parfaitement être ombré avec un lavis violet ou un cuivre avec du bleu ou du turquoise. Travaux pratiques. Couleur chair caucasienne. Allant du rose à l'orangé, la couleur chair est une teinte chaude naviguant entre le magenta et le jaune, à laquelle est incorporé du blanc pour obtenir une teinte proche du beige. Elle peut donc être ombrée facilement avec un bleu désaturé, voire du vert ou du violet. Elle peut être refroidie avec un bleu glacial ou réchauffée avec un violet rougeoyant. Les tissus bleus. On commence avec les effets contre-intuitifs. Une belle cape d'un bleu profond sera enrichie par des filtres orange. Le orange semble en effet être une couleur très lumineuse, mais en la passant sous forme de glacis ou de filtre, elle va s'ajouter au bleu déjà présent en dessous, donnant alors un effet très riche à la teinte. Le bleu peut aussi être ombré avec un rouge bien dense, ajoutant de la chaleur à la teinte de base. Le contraste de température, s'il est moins évident que le contraste de teinte, est toutefois très utile pour la lisibilité d'une pièce. Gris acier. Que l'on parle d'un non-métallique métal ou de pigment métallique, ajouter des filtres de bleu à un gris moyen renforce la froideur d'une lame en acier. Une touche de glacis jaune permet aussi de créer un contraste intéressant et de matifier la pièce. Violet. J'aime avoir des violets bien profonds, tirant sur le fuchsia voire le rose. En théorie, le violet contraste avec le jaune, mais j'avoue ne pas réussir à l'utiliser de la même façon que le rouge ou le bleu. D'ailleurs, si vous avez des astuces pour ça, je suis preneur. Dans les commentaires. En revanche, j'aime ombrer mon violet avec un bleu sombre, parfois désaturé, pour donner beaucoup de profondeur. Comme je pars ensuite vers des éclaircies fuchsia, la part de rouge présente dans mon violet crée un contraste de chaleur avec mes ombres bleues. Si je pousse le violet jusqu'au rouge ou au rose, je peux même me permettre d'ombrer avec du vert. Les métaux. Pour les métaux, nous allons avoir la même approche. S'il est facile de comprendre la correspondance des couleurs avec du NMM, les pigments métalliques se travaillent différemment. Il faut tout d'abord créer une analogie de couleurs avant de comprendre comment s'en servir. Il existe 3 familles de métaux. Les gris, acier, argent, la couleur métallique de base, puisqu'avec ces pigments métallisés, il suffit d'ajouter une couleur pour obtenir d'autres types de métaux, réalistes ou non. Je conseille d'avoir un argent très clair, style aluminium, quicksilver, des choses comme ça, dans votre sélection de pots de peinture. Il servira à éclaircir tous vos métaux. Un acier classique peut sombrer simplement avec du noir, mais des filtres bleus simulent un métal froid et tranchant. Ces métaux s'oxydent naturellement avec une rouille orange qui contrastera très bien avec la pointe de bleu. Les dorés, très chauds et jaunes, contrastent à merveille avec du violet poussé dans les creux. Un jus de brun permet de les ternir facilement, et une pointe d'argent suffit à les rééclaircir. L'or pur ne s'oxyde pas, mais des contrefaçons ou des alliages moins stables peuvent se ternir et voir apparaître des traces de vert ou de turquoise. Les bronzes et cuivres. Toujours dans une gamme chaude, ces teintes s'approchent du orange et du marron. Dame Nature nous offre un cadeau inestimable, car ces métaux s'oxydent avec du turquoise, une couleur complémentaire du orange.
Le vert de gris peut se présenter sous un large panel de gris bleuté, de turquoise et de vert. En outre, ces métaux bruns peuvent facilement être ternis avec un brun plus foncé, sous forme de lavis par exemple, voire avec du noir. On peut l'éclaircir avec du doré, puis de l'argenté. Si vous avez des questions sur l'utilisation du cercle chromatique, posez-les en commentaire de cette vidéo, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et vos remarques peuvent influer sur l'écriture des épisodes suivants. On résume donc ce qu'on a découvert sur le cercle chromatique. Retenez bien tout ça, on en aura besoin pour la prochaine fois. 3 couleurs primaires, cyan, magenta et jaune. 3 couleurs secondaires, violet, orange et vert. Une infinité de teintes entre ces couleurs. Du blanc pour la lumière, du noir pour l'ombre, du gris pour désaturer. Contraste de chaleur, couleur froide et couleur chaude. Contraste de teinte, couleur complémentaire. Et contraste de saturation, du gris vers la teinte pure. J'espère que cette première vidéo sur la théorie des couleurs vous aura plu et vous aidera à déterminer quelle teinte utiliser selon les circonstances. On est au tout début du chemin, alors je vous donne rendez-vous dans les prochains épisodes pour découvrir comment utiliser tout ça pour créer un schéma de couleurs. En attendant, pensez à vous abonner, à activer la petite cloche pour être tenu au courant des nouvelles vidéos. On se retrouve sur les réseaux sociaux, que ce soit sur la page Facebook de Grégoric, c'est moi, sur le groupe des peintres et des joueurs, sur le site du pain et des jeux.fr, voire même le Discord du pain et des jeux, ou même sur mon Instagram pour découvrir des photos de mes figurines. Si vous voulez participer à la vie de la chaîne, vous pouvez me donner un petit coup de pouce sur Tipeee, le lien est dans la description, ou tout simplement partager, liker ou commenter cette vidéo qui permettra de la faire remonter dans les algorithmes de YouTube. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.